Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, 400 jeunes regroupés dans 5 collectifs ont pris d'assaut la gouvernance de Dakar ce matin pour protester contre le recrutement sélectif dans la fonction publique. Une manifestation pacifique qui s'est terminée en queue de poisson avec l'interpellation par les forces de l'ordre de l'activiste Guy Marius Sagna venu les soutenir. Éducation, les écoles publiques souffrent de leurs effectifs pléthoriques cette année. Le QCEMS alerte avec 90 à 100 élèves par classe. La qualité des enseignements n'est pas assurée, vous entendrez le secrétaire général Abdoulaye Ndoye. L'État du Sénégal ne doit tolérer aucun système de redressement qui s'opère en dehors de la loi. Le droit de l'homiste Seydi Gassama alerte et exige le respect de la dignité humaine en parlant des camps de redressement de Serigne Modou-Kara. À Niadiou, une localité de l'extrême sud du département de Ziguinchor, aucune nouvelle des 3 jeunes enlevés depuis dimanche. Des opérations de fouilles enclenchées depuis lors par les forces de défense et de sécurité n'ont encore rien donné. La psychose gagne du terrain dans les villages environnants, théâtre d'enlèvement depuis quelque temps. L'actualité internationale nous mène en Guinée où plusieurs ONG de défense des droits de l'homme dénoncent de graves violations des droits humains. Le sport et l'économie complètent cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Gueye. Sud-Soie. Marie-Rosalie Ndiaye. La déposition des lettres de protestation des contractuels de la Sénélec, des enseignants, agents techniques des eaux et forêts, des préparateurs en pharmacie et des animateurs culturels s'est terminée en queue de poisson devant les locaux de la gouvernance de Dakar. Ces 400 jeunes regroupés dans 5 collectifs souhaitent un recrutement dans la fonction publique. L'activiste Guy Marius Sagna a été interpellé au cours de ce rassemblement. Josette Kali. L'attente dans le calme de ces 5 collectifs va vite être mouvementée. Au fil des minutes, les renforts augmentent, la déposition des lettres retardées, les jeunes renvoyés hors de l'espace de la place publique. Et même chassés, ils n'ont pas hésité à fustiger les recrutements sélectifs dont ils sont victimes. Serigne Cheikh Soumaré, ex-contractuel de la Sénélec. Nous avions signé un protocole d'accord entre la Sénélec et nous. Ce protocole d'accord a été violé. Le directeur général avait bel et bien dit que la boîte ne peut pas prendre quand même au-delà de 15 agents. On a constaté que depuis lors, c'est un recrutement, népotisme et de clientélisme politique. Maintenant, le directeur a même dépassé la barre des 100 agents recrutés. Et pour ces quelques 400 jeunes des différents collectifs, le maître mot reste le recrutement dans la fonction publique. Mamadou Diamankan du collectif des enseignants des classes passerelles. En 2016 jusqu'à nos jours, l'État avait voulu enrôler 3000 jeunes et Dieu a fait que carrément nous avons enrôlé 5000 enfants hors circuit. Aujourd'hui, nous réclamons notre intégration dans la fonction publique. Vu qu'à Tamba et à Kédougou et à Kolda et à Casamance surtout, il y a des écoles qui ont été fermées parce qu'il y a un manque criard des enseignants. Finalement, une seule lettre a été déposée à la gouvernance par Guy Marius Sagna. Celle qui devait être déposée à la préfecture n'y arrivera pas puisque l'activiste qui détenait les documents a été interpellé par les forces de l'ordre. Les écoles publiques font face à une pléthore d'élèves. Les salles de classe comptent plus d'élèves que d'habitude, ce qui remet en cause la qualité de l'enseignement. Les syndicalistes de l'enseignement tirent la sonnette d'alarme. Écoutons à ce propos Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du QCEMS. Il est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Il y a eu de bons résultats au BFM. Il y a eu de bons résultats au certificat et à l'entrée en 6e. Conséquence, les effectifs ont augmenté, mais les capacités d'accueil n'ont pas été améliorées. Donc, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Parce que la question des effectifs pléthoriques, nous l'avons toujours agité. Nous avons toujours dit que les effectifs sont pléthoriques. Parce que la taille moyenne d'une classe pédagogique tourne autour de 45-50 élèves. Mais aujourd'hui, on a des établissements qui ont des effectifs de 100 élèves, 90 élèves. Donc ça, c'est un problème. Alors que la pandémie a montré que la maîtrise des effectifs est un intrant de qualité. Parce que si cette année on a eu de bons résultats, c'est parce qu'il y a eu une maîtrise des effectifs. Donc je crois que gouverner, c'est prévoir, et nous avons toujours tiré sur la sonnette d'alarme en disant que il faut prendre toutes les dispositions. L'autre aspect, c'est que il y a aussi un retard dans la mise en place des éléments du protocole sanitaire. Mais ce qui fait mal aux enseignants présentement, c'est que malgré tous les sacrifices consentis, le gouvernement est dans l'incapacité d'honorer ses engagements.
le paiement des indemnités des examens du bac et du BFM. Le dernier délai qui est consigné dans les protocoles d'accord, c'est le 30 novembre. Depuis 10 ans, c'est la même situation qui se produit. Et cela crée des perturbations dans l'espace scolaire. Et nous l'avons toujours dit, si le gouvernement cette année veut une année scolaire stable, apaisée, si le gouvernement se soucie de l'intérêt du peuple sénégalais, si le gouvernement a tenu compte des enseignements tirés de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement devrait prendre toutes les dispositions pour honorer les engagements consignés dans le protocole d'accord du 30 avril 2018, mais je le dis à haute et intelligible voix, la question du système de rémunération pour nous est une question qui n'est pas négociable. À l'instant, le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, le syndicaliste, tire la sonnette d'alarme sur les effectifs pléthoriques des écoles publiques. Les salles de classe comptent plus d'élèves que d'habitude, ce qui remet en cause la qualité de l'enseignement. À Ziguinchor, les 3 jeunes de Niadiou enlevés dans la forêt de Bilas ne sont toujours pas retrouvés malgré les actions de sécurisation menées par l'armée sénégalaise. Dans cette zone, des cas d'enlèvement sont souvent notés, des rapts qui pourraient porter un coup dur à la dynamique de retour des populations déplacées, nous dit Ben Michel Confoudi. Les populations de Niadiou dans l'extrême sud du département de Ziguinchor sont toujours sans nouvelles des 3 jeunes de leur village enlevés dans la forêt de Bilas le dimanche 29 et le lundi 30 novembre. Les opérations de fouille et de sécurisation enclenchées depuis lors par les forces de défense et de sécurité n'ont toujours rien donné. Ces nouveaux cas de disparition révèlent la psychose chez les populations de Niadiou et des villages environnants. Il y a 2 ans, 4 exploitants forestiers avaient été enlevés dans la forêt de Bissoloum, située dans la commune de Boutoupa-Kamarakunda, et leurs parents sont toujours sans nouvelles de ces personnes qui étaient à la recherche de fruits sauvages. En février 2019, des jeunes de Senghor partis à la recherche de bois avaient été enlevés par des hommes armés dans la forêt de Bissine dans la même zone avant d'être libérés. Ces rapts récurrents risquent de fragiliser la dynamique de retour des populations déplacées qui commençaient à nourrir l'espoir d'une vie tranquille dans cette zone qui fut le théâtre de plusieurs accrochages entre l'armée sénégalaise et les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Des transporteurs sénégalais dans le désarroi. Ces derniers, une vingtaine, assurent le transport de marchandises entre le Sénégal et le Maroc, et leurs véhicules bloqués au Maroc depuis la fermeture des frontières ont été vandalisés et les marchandises emportées. Ils font face à de nombreuses plaintes déposées par leurs clients. Ils lancent son appel à l'endroit du chef de l'État pour leur venir en aide. Écoutons Alousseinou Kissa, l'un d'entre eux, joint par Mamdé Marem Ndiaye. Nous sommes des chauffeurs qui font Maroc-Sénégal. Nous avons nos véhicules à la frontière de Maroc. Ils ont pris nos véhicules parce qu'on avait laissé là-bas les véhicules pour venir au Sénégal. La convite, on a laissé là-bas les véhicules. Donc les Marocains ne nous ont pas prévenus pour nous dire de prendre les véhicules. Et il y avait des centaines de millions qui sont là-bas. Tous les véhicules qui sont là-bas sont chargés de marchandises. Et le problème est qu'ils ont pris tous les bagages. Tous les bagages, ils ont brûlé l'autre bagage. Ils ont pris les bagages pour les amener. Notre problème, c'est pour l'État nous aide. Parce qu'on n'a pas pu prendre nos véhicules. On a perdu nos bagages. On n'a pas pris les bagages aussi. Maintenant, on demande l'aide du président. C'est pour cela qu'on est allé voir Maître Sey. C'est lui qui nous a dit que carrément, on peut interpeller l'État qu'il nous aide. Que c'est que le président qui peut nous aider. C'est pour cela qu'on est là. Parce qu'on est tellement fatigué. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons santé à présent. Attention, le virus circule toujours. Les cas de contamination augmentent. Les autorités sanitaires ont recensé un total de 66 nouvelles infections en l'espace de 24 heures. Chiffre record jamais atteint depuis le 5 septembre. Un nouveau décès à déplorer. 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 30 patients sont déclarés guéris, selon le directeur de la prévention, Dr Elhaj Mamadou Ndiaye. Sur 1053 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 29 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 37 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 5, Mariste 4, Almadies 3, Mermoz 3, Nord Foire 3, Matam 2, Parcelles Assainies 2,
Thiès 2, Colobane 1, Diourbel 1, Fatick 1, Foundiougne 1, Liberté 5 1, Mamel 1, Médina 1, Ngor 1, Ouakam 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3 1, Saint-Louis 1 et Touba 1. 30 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 1er décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 16 173 cas ont été déclarés positifs, dont 15 657 guéris, 334 décédés et donc 181 patients sous traitement. C'était donc le point du jour de la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, qui fait état de 6 nouvelles contaminations en l'espace de 24 heures. Parlant de cette maladie dite mystérieuse, supposée nouvelle contamination chez les pêcheurs de Thiaroye, le chef de service pêche de Pikine réagit, apporte des précisions, rejette cette thèse et parle de 5 patients qui n'avaient pas subi de traitement. Selon Ibrahima Mbaye, les malades sont en train d'être pris en charge par les services sanitaires. Nous l'écoutons au téléphone de Ndeye Mariam Ndiaye. C'est-à-dire, la semaine passée, on a constaté au moins sur 5 pêcheurs des cas de réussite. Ce n'est pas encore généralisé. Ces 5 pêcheurs ont été envoyés directement au district pour se faire soigner. Pour le moment, on est en train de faire un point sur ces 5 pêcheurs, qui exactement sont des pêcheurs qui ont été déjà pris en charge par les services médicaux, ou qui sont des pêcheurs qui ont été dans les maisons et qui n'ont pas été pris en charge par les services médicaux. Mais pour le moment, ils sont au nombre de 5, donc ils sont venus à Thiaroye pour le moment. Donc on n'a pas de risque. Ils sont pris en charge par le centre de santé de Thiaroye et ils présentent des signes de guérison. Toujours on est en train de les sensibiliser pour qu'ils évitent au moins cette zone concernée. Toujours ils sont en train d'être sensibilisés. Par contre, il y a peut-être des nouveaux présents qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore la zone et qu'on est en train de suivre. Mais la plupart des pêcheurs actuellement ne pêchent plus dans cette zone. Ils ont changé de zone de pêche. Et puis ce 2 décembre est célébrée la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, un phénomène qui n'est pas seulement un vestige du passé, mais une réalité tristement actuelle. Dans plusieurs pays, on note plusieurs pratiques d'esclavage, telles que le travail forcé, la servitude pour dette, le mariage forcé et la traite d'êtres humains, des pratiques que l'on retrouve ici au Sénégal. Amnesty International pointe du doigt l'État et reparle des camps de redressement de Serigne Modou Kara. Seydi Gassama, le directeur d'Amnesty International Sénégal, est avec Ndeye Mariam Ndiaye. Vous savez, l'État ne doit tolérer aucun système de redressement qui s'opère en dehors de la loi. Aucun système de redressement, quel que soit son initiateur, que ce soit une ONG, que ce soit un chef religieux ou des personnes privées, ce travail-là doit être inscrit dans le cadre de la loi. Il doit être autorisé par l'État et l'État doit faire en sorte, à l'instar des hôpitaux privés, on a des hôpitaux privés dans ce pays. Et on a même des prisons privées dans beaucoup de pays du monde. Mais ces prisons privées ou ces hôpitaux privés obéissent à un cahier de charges. Donc, s'il y a des personnes physiques ou morales dans ces pays, religieuses ou ONG, qui veulent pratiquer cette activité-là, ils doivent faire en sorte que cette activité soit légale, autrement dit, autorisée par l'État et soumise au contrôle de l'État, de sorte que, évidemment, la dignité humaine soit respectée, que l'intégrité des personnes soit respectée, mais surtout que le travail s'y fasse selon les normes professionnelles en vigueur, n'est-ce pas, dans le monde. Le redressement, ça obéit à une expertise, ça obéit à un accompagnement, surtout en ce qui concerne le sevrage des drogués. Cela ne peut pas se faire à coup de crosse ou à coup de fouet, ou en emprisonnant les gens sans leur donner des médicaments qui puissent les soutenir dans cette voie. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International.
En Guinée, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme dénoncent de graves violations des droits humains. Elles regrettent notamment la persécution des opérateurs économiques et la détention arbitraire des opposants. Au cours d'une conférence de presse animée ce mardi à Conakry, des activistes de droits de l'homme appellent le gouvernement au respect de la dignité humaine et la libération immédiate et sans condition des opposants détenus. Compte rendu de Amadou Ouribari. La Ligue guinéenne des droits de l'homme, même droit pour tous, ou encore l'Organisation guinéenne des droits de l'homme vont debout contre ce que ces ONG considèrent de dérive autoritaire. Ces défenseurs des droits de l'homme guinéens dénoncent vigoureusement les arrestations arbitraires d'opposants. Mamadi Kaba, porte-parole du collectif de ces défenseurs des droits de l'homme, pense que ceux qui sont détenus sont tout simplement des innocents. Nous désapprouvons leur détention. On nous parle de complot, mais nous n'avons aucune information sur le contenu de ce mot complot, détention d'armes. Est-ce que c'est vraiment des armes appartenant à ceux qui ont été arrêtés? Nous leur accordons la présomption d'innocence et nous considérons qu'ils sont des innocents. Au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, plusieurs opposants ont été interpellés, conduits à la plus grande prison civile du pays. Certains parmi eux risquent même de mourir si rien n'est fait pour leur prise en charge sanitaire, alertent les avocats des opposants. À côté de ces activistes des droits de l'homme, d'autres acteurs de la société civile qui condamnent et exigent la libération sans condition de tous ceux qui sont détenus. Sékou Diawara, membre de la plus grande plateforme de la société civile guinéenne, encourage les acteurs politiques à aller au dialogue pour, dit-il, trouver une issue favorable à la crise née de la dernière élection présidentielle. Il y a une crise. Aujourd'hui, il s'avère important et nécessaire que ce dialogue s'impose, y compris mouvance et opposition. Nous avons proposé plusieurs solutions. Ces activistes des droits de l'homme dénoncent aussi la persécution de certains opérateurs économiques considérés proches de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Ils révèlent également l'existence d'un camp de détention où, selon le collectif des défenseurs des droits de l'homme, des opposants sont déportés et maltraités. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari, pour Sud FM. À l'appel d'Emmanuel Macron, une douzaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'une dizaine d'organisations internationales ont participé ce mercredi à une visioconférence de soutien humanitaire à la population libanaise, plus que jamais éprouvée 4 mois après la tragique explosion qui ravagea le port de Beyrouth, alors que les pays restent sans gouvernement et flirtent avec la banqueroute financière. Selon une source à l'Élysée, il s'agit de faire un état de lieu des nouveaux besoins en termes de santé, d'éducation et de logement compte tenu de la dégradation de la situation depuis la première conférence de ce genre début août, à l'issue de laquelle 250 millions de dollars avaient été promis. Les dons ont dépassé les promesses, félicitons à l'Élysée. 2020 s'annonce comme l'une des 3 années les plus chaudes, a alerté ce mercredi l'ONU, et il y a au moins une chance sur 5 d'ici 2024 que l'augmentation de la température dépasse temporairement le seuil fatidique des 1,5 degrés Celsius de l'accord de Paris, alors que les températures battent d'année en année des records. La décennie 2011-2020 sera la plus chaude jamais observée et les 6 années écoulées depuis 2015 sont les plus chaudes qui ont été enregistrées selon le rapport annuel provisoire de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat mondial. Le président russe Vladimir Poutine a demandé ce mercredi aux autorités sanitaires de commencer dès la fin de la semaine prochaine les vaccinations à grande échelle contre le coronavirus en Russie. Tout de suite, la page des sports. Football préliminaire de la Coupe CAF, le Jaraaf de Dakar va finalement rallier Abuja demain matin. Le départ prévu ce mercredi n'a pas eu lieu à cause des formalités liées au protocole sanitaire. Plus de détails avec le secrétaire général du Jaraaf, Léonard Diagne, joint par Odile Minkilan. Non, nous n'avons pas encore quitté Dakar. En fait, on devrait quitter ce matin, mais nous avons été confrontés à une petite difficulté que nous avons rencontrée à l'aéroport. Nous étions là-bas depuis 5 heures du matin pour prendre le vol Askai qui devrait nous acheminer vers Abuja. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés au moment de faire les formalités au guichet, donc le chef d'escale est venu nous faire savoir qu'il fallait qu'on réponde à un questionnaire électronique, et ceci individuellement, chacun sur son portable, par rapport à des dispositions sanitaires. Alors que nous disposions chacun des résultats de nos tests, de nos passeports, de nos billets et tout. Et comme ils ne pouvaient pas faire retarder l'avion pour que chacun puisse s'occuper du remplissage électronique de ces questionnaires, donc finalement, nous avons rebroussé chemin pour reprendre le vol de demain matin à 8h. Donc on peut dire que tout est réglé maintenant? Oui, le problème est réglé. En fait,
c'est une chose, nous n'avons pas reçu cette information, ni de l'agence qui a émis les billets. Et c'est à l'aéroport, au guichet d'embarquement, que nous avons su qu'il fallait répondre à ce questionnaire électronique, et ceci d'une manière individuelle, de l'ensemble de la délégation. Et comme cela devait prendre du temps, donc c'est indépendant. Et nous, en fait, ce qui nous gêne un peu dans cette histoire, c'est que le Jaraaf avait déjà envoyé quelqu'un en mission avancée, et cette personne n'a pas eu, justement, à respecter cette formalité. Et au moment où je vous parle, cette personne est déjà à Abuja, en mission avancée. Alors, on ne comprend pas ce 2 poids 2 mesures. Nous avons rencontré un chef d'agence très zélé, et donc c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu embarquer ce matin, mais par la grâce de Dieu, nous comptons le faire demain, Inch'Allah. Le Jaraaf va donc rallier le Nigeria ce jeudi. Il va affronter le Kano Pillars en match retour du premier tour des préliminaires de la Coupe CAF le samedi prochain. Un match aller le week-end dernier à Thiès. Le Jaraaf a battu le Kano Pillars du Nigeria par 3-1. Le Jaraaf de Dakar en deuil. Il a perdu ce matin son ancien joueur Mohamed Mendy, dit Jean Mendy. Jean Mendy a passé toute sa carrière au Jaraaf. Ensuite, il est devenu l'entraîneur des équipes cadettes et juniors du club de la Médina. Ligue des Champions, suite de la 5e journée ce soir, Manchester United contre PSG à 20h. Une des affiches les plus attendues ce soir. Les Parisiens, 2e du groupe H, derrière son adversaire du jour, sont en danger en Angleterre, mais ils peuvent faire la différence selon le journaliste de sport New Africa, Demba Waror, avec Odile Minkilan. Je crois que ce sera un match très ouvert, un match pas fermé, parce que ce sont des équipes qui sont capables du meilleur comme du pire. En ce début de saison, on a vu Manchester en Ligue des Champions faire de très bons résultats contre Leipzig et être battu après par Başakşehir. C'est pareil pour le PSG. On a vu un PSG par mi-temps faire de très bonnes prestations et après être dans le néant. Et même des fois être dans le néant et gagner. Au match aller, c'était équilibré et à la fin, Manchester a gagné. Donc aujourd'hui, le PSG avec ses stars, Mbappé, Neymar et tout, va essayer d'être au niveau parce que pour la saison du PSG, c'est pas le championnat. Si le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, c'est que sa saison aura été ratée dès le mois de décembre. Donc ça, le PSG va tout faire pour aller essayer de gagner à Old Trafford et prendre sa revanche. Donc le Paris Saint-Germain a des chances pour s'en sortir. Ah bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, le PSG peut battre n'importe quelle équipe. Et le PSG peut perdre contre n'importe quelle équipe. C'est ça. Parce que c'est ça le problème en fait d'analyser un match du PSG. Parce que c'est à la physionomie, c'est au début de la rencontre qu'on peut vraiment savoir. Parce qu'ils sont capables du pire comme du meilleur en ce début de saison. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Seydi Gassama, le directeur d'Amnesty International. Dans son entretien avec Ndeye Marième Ndiaye, il revient sur la célébration de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage ce 2 décembre. Nous sommes avec Seydi Gassama de Amnesty International. Aujourd'hui donc c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Dites-nous, est-ce que cette pratique est réellement un vestige du passé? Non, pas du tout. C'est une pratique très courante aujourd'hui dans de nombreux pays du monde. Je dirais même dans tous les pays du monde, cette pratique a cours sous différentes formes. Ce n'est peut-être plus les esclaves qu'on enchaîne dans les plantations, qui travaillent avec le fouet, mais beaucoup de pratiques de travail forcé existent encore dans beaucoup de pays du monde. La servitude pour des dettes, le mariage forcé, la traite des êtres humains, qu'on retrouve même ici au Sénégal, la question de la traite des êtres humains. Donc, toutes ces pratiques constituent des formes d'esclavage qui malheureusement prospèrent dans tous les pays du monde parce que les États n'ont pas mis en place des systèmes justement pour réprimer et démanteler les réseaux qui pratiquent cet esclavage. Vous l'avez dit, l'esclavage est une pratique abolie mais qui n'a toujours pas disparu dans certains pays. Ici en Afrique, on a constaté le cas de la Mauritanie et à plusieurs reprises, vous avez eu à dénoncer l'attitude de complicité de l'État face à la persistance du phénomène. Et maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Écoutez, en Mauritanie, je crois, depuis 1981, il y a une loi qui officiellement a aboli l'esclavage, mais l'État n'a absolument rien fait pour faire sortir de l'esclavage toutes les personnes qui étaient dans cette servitude. Rien n'a absolument été fait, de telle sorte que les anciens esclaves sont toujours restés dans les liens de la dépendance. Ceux qui essaient de sortir de cette dépendance se retrouvent dans des situations de misère, parce que simplement, il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour les assister. Vous pouvez libérer des esclaves, mais si vous ne leur donnez pas les moyens
de se prendre en charge et d'être autonomes, ils vont immédiatement retourner chez les anciens maîtres. C'est ce qui se passe en Mauritanie. Du point de vue de la loi, l'esclavage n'existe plus. L'État d'ailleurs vous dit qu'il y a les séquelles, mais ces séquelles, en réalité, ne sont qu'une continuation de l'esclavage. Parce qu'on a aboli, mais on n'a absolument pas mis en place les systèmes d'accompagnement pour que ces esclaves puissent retrouver donc leur autonomie. Le travail forcé est aussi une forme d'esclavage, de même que la traite d'êtres humains. Et justement, un fait qui est d'actualité. La traite d'êtres humains existe ici au Sénégal. Ce qui se passe avec les enfants talibés n'a pas un autre nom que la traite des êtres humains. Le fait d'amener des enfants de différents pays de la sous-région ou des régions éloignées du pays, de les faire mendier du lever au coucher du soleil pour rapporter de l'argent à un maître coranique, qui en réalité ne leur dispense peut-être que 30 minutes ou 1 heure de temps par jour, c'est de la traite des personnes. C'est une forme d'esclavage. Il faut oser dénoncer cette forme-là et face à laquelle l'État du Sénégal ne fait absolument rien du tout. Rien du tout. Tous les textes de loi qu'on a initiés ces temps derniers, le code de l'enfant, la loi sur les arabes, tous ces textes de loi sont aujourd'hui soit dans le tiroir de l'Assemblée nationale, soit évidemment sont adoptés mais ne sont pas du tout mis en œuvre. Donc il y a une complaisance de l'État, une inaction de l'État qui fait qu'ici au Sénégal, on retrouve ces pratiques de traite des personnes que l'on peut assimiler à l'esclavage. Et pour ce qui est donc de ces camps de redressement, une actualité forte donc ces derniers temps, dites-nous selon vous, quelle doit être l'attitude de l'État face à cela? Vous savez, l'État ne doit tolérer aucun système de redressement qui s'opère en dehors de la loi. Aucun système de redressement, quel que soit son initiateur, que ce soit une ONG, que ce soit un chef religieux ou des personnes privées, ce travail-là doit être inscrit dans le cadre de la loi. Il doit être autorisé par l'État et l'État doit faire en sorte, à l'instar des hôpitaux privés, on a des hôpitaux privés dans ce pays. Et on a même des prisons privées dans beaucoup de pays du monde. Mais ces prisons privées ou ces hôpitaux privés obéissent à un cahier de charges. Donc, s'il y a des personnes physiques ou morales dans ces pays, religieuses ou ONG, qui veulent pratiquer cette activité-là, ils doivent faire en sorte que cette activité soit légale, autrement dit, autorisée par l'État et soumise au contrôle de l'État, de sorte que, évidemment, la dignité humaine soit respectée, que l'intégrité des personnes soit respectée, mais surtout que le travail s'y fasse selon les normes professionnelles en vigueur, n'est-ce pas, dans le monde. Le redressement, ça obéit à une expertise, ça obéit à un accompagnement, surtout en ce qui concerne le sevrage des drogués. Cela ne peut pas se faire à coup de crosse ou à coup de fouet, ou en emprisonnant les gens sans leur donner des médicaments qui puissent les soutenir dans cette voie. Merci beaucoup, Seydi Gassama. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Amnesty International. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Mise en œuvre du décret sur la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie au Sénégal, la direction du commerce intérieur accompagne les acteurs pour une campagne nationale de sensibilisation et d'information. Les comités régionaux de suivi vont se charger de veiller au respect de ce décret 2277. Les erreurs de Dakar seront corrigées selon le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo. Il répond à Babacar Ndao. Permettez-moi tout d'abord de féliciter et de remercier les boulangers et l'association des meuniers du Sénégal qui se sont concertés avec nous, département du ministère du Commerce, pour lancer cette campagne de sensibilisation et d'information sur l'application de la nouvelle réglementation dans le secteur de la boulangerie. Monsieur le Président de la République attache une importance particulière à la modernisation du secteur de la boulangerie, qui, soit dit au passant, est un fort vecteur de création d'emplois, mais aussi de consolidation de l'emploi. Parce que c'est des entreprises qui emploient des Sénégalais qui travaillent dans ce secteur-là. Et en le modernisant, nous créons les conditions pour davantage de création d'emplois. Donc, Madame le ministre du Commerce m'a instruit de participer activement avec les acteurs que sont les boulangers et nos partenaires meuniers à la vulgarisation et à donner davantage d'informations à tous ces acteurs-là qui sont au niveau régional, notamment les boulangers, les consommateurs,
et tous nos collègues des sectoriels. Vous l'avez dit tout à l'heure, le début d'application a suscité un tollé à Dakar. Dakar, c'est la capitale. Est-ce qu'on peut avoir de façon générale ces difficultés que vous comptez peut-être réparer dans les autres régions? Oui, dans l'immédiat, vous savez, toute réforme connaît des difficultés au début. Nous avons été confrontés au niveau de Dakar par rapport au régime déclaratif des boulangeries déjà existantes. Il y a un certain nombre de documents qui leur avaient été demandés. À l'application, nous nous sommes rendus compte qu'il était difficile pour les boulangers de pouvoir satisfaire à ces exigences-là. Et surtout dans cette période de Covid, les déplacements ayant été limités, les présentiels ayant été limités, il fallait à distance pouvoir solliciter un certain nombre de documents qu'ils n'ont pas pu avoir. Et dans ces conditions, il fallait apporter un allègement. Et ce sont ces allègements-là qui nous ont permis d'avancer rapidement par rapport aux difficultés que vous avez évoquées tantôt. C'était le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. 400 jeunes regroupés dans 5 collectifs ont pris d'assaut la gouvernance de Dakar ce matin pour protester contre le recrutement sélectif dans la fonction publique. Une manifestation pacifique qui s'est terminée en queue de poisson avec l'interpellation par les forces de l'ordre de l'activiste Guy Marius Sagna venu les soutenir. Éducation, les écoles publiques souffrent de leurs effectifs pléthoriques. Cette année, le QCM s'alerte avec 90 à 100 élèves par classe. La qualité des enseignements n'est pas assurée selon le secrétaire général Abdoulaye Ndoye. L'État du Sénégal ne doit tolérer aucun système de redressement qui s'opère en dehors de la loi. Le droit de l'homiste Seydi Gassama alerte et exige le respect de la dignité humaine en parlant des camps de redressement de Serigne Modou-Kara. À Niadiou, une localité de l'extrême sud du département de Ziguinchor, aucune nouvelle des 3 jeunes enlevés depuis dimanche. Des opérations de fouilles enclenchées depuis lors par les forces de défense et de sécurité n'ont encore rien donné. La psychose gagne du terrain dans les villages environnants, théâtre d'enlèvement depuis quelque temps. L'actualité internationale, le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Fiscalité.